Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo comme chaque week-end pour partager avec vous mes performances que je fais sur les marchés financiers. C'est un but de formation au trading, de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Ce n'est pas du conseil boursier, donc je vous invite à consulter un conseiller financier avant d'investir et à surtout pas vous lancer dans le trading sans avoir une bonne formation. Pour ceux qui veulent s'entraîner, je recommande toujours le broker que j'utilise qui est XTB. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Alors je vous recommande toujours de vous entraîner, hein. Vous avez la possibilité d'avoir un compte de démonstration avec XTB qui vous permet de mettre en place les stratégies, de tester ce que je fais et ce qui vous permet de valider si oui ou non vous pouvez passer en réel ou non. Donc je vous invite à télécharger la plateforme pour pouvoir continuer votre apprentissage, hein, pour ceux qui ont débuté avec Trader Pro et puis d'autres commencer à se former, à découvrir le monde du trading qui est un monde passionnant que je partage sur cette chaîne YouTube avec vous depuis maintenant plus d'1 an et demi on avait commencé le 21, le 15 août 2021. Donc dans ces vidéos, je partage avec vous bien sûr ma vision sur les marchés financiers ainsi que sur que ce soit sur le plan technique fondamental, ce que j'anticipe sur l'avancée et puis moi ce que je fais. La force de cette chaîne, c'est que je publie moi depuis le début mes performances sur les marchés, qu'ils soient gagnants ou hausse. Alors on m'a reproché d'être toujours gagnant, d'être toujours à plus de 90% de trades gagnants et les gens trouver ça anormal que je fasse autant de plus-value. Vous allez voir que je fais aussi de la moins-value, mais c'est pas pour ça que je m'inquiète sur les marchés, que je change de stratégie sur un mouvement de marché très volatile. Alors toujours la performance du portefeuille de Trader Pro, je suis en gain de 43 715 euros. Je suis à 93,5% de trade gagnant et j'ai passé 91,9% à l'achat et 97,4% à la vente. J'ai passé 3616 trades. Alors depuis le début de l'année, je suis en perte, en forte perte, hein, puisque ma stratégie, on a eu le rebond, un fort rebond du marché, hein, que je vendais moi. Donc j'ai débouclé quelques positions, surtout sur la livre sterling où j'ai voulu faire un gros coup. Donc j'ai perdu 24 000 euros sur, bien sûr, c'est des pertes de gains. Je suis toujours largement positif parce que par contre on voit que cette année je suis à 55,9% de trade gagnant, mais j'ai fait très peu de trades. Je ne trade pas en fin de compte en ce moment. Je suis plus en train de réorganiser mon portefeuille pour jouer un prochain mouvement de marché que je vais vous expliquer. Et j'ai pris des pertes ce mois-ci aussi de 7 398 euros. Je suis à 40% de trade gagnant. J'ai fait 5 trades, vous voyez. Donc là, je ne trade pas. Je suis en train de réorganiser mon portefeuille pour me positionner en 2023, prix-au-traitement sur les indices, sur un haut de marché à la vente. Je ne suis pas acheteur des marchés sur ces niveaux de prix et jouer aussi une reprise à la hausse des matières premières. C'est vraiment ma stratégie en 2023, ça va être les matières premières et les indices. Je ne suis toujours pas à l'achat sur les actions, même si j'avais recommandé sur le Facebook Trader Pro l'action Tesla, Amazon dernièrement, mais je ne suis pas à l'achat sur les actions long terme encore, puisqu'il faudra rejoindre des niveaux stratégiques que je surveille. On va passer à l'analyse technique des marchés. Alors je rappelle, hein, lisez bien cette phrase, c'est uniquement pédagogique, hein, et informatique. Cette vidéo, ce n'est pas du conseil boursier, donc soyez extrêmement prudents. Alors pourquoi j'insiste dessus? Parce que on est dans des marchés extrêmement volatiles, des marchés typiquement de haut de marché, de haute bulle. On est dans une bulle, hein, spéculative encore. Donc c'est extrêmement risqué d'investir aujourd'hui. On serait comme en 2010 ou dans un creux de marché où il suffit d'acheter des actions au plus bas avec une politique monétaire ultra accommodante. Bien sûr, le risque est moins, vous pouvez acheter plus facilement, mais ici, il va y avoir de la volatilité. On est dans un marché que j'estime extrêmement compliqué, autant pour les acheteurs que les vendeurs, même si j'estime que sur le moyen long terme, les vendeurs vont profiter de nouveaux décrochages des marchés que je vais expliquer. On va passer à l'analyse des indices. Hop. Alors l'analyse des indices, attends que je me mette en place, voilà.
Alors on va passer par le CAC 40 et je vais vous expliquer moi j'anticipe sur les marchés. Donc la vidéo va être un petit peu longue parce qu'on va faire le tour un petit peu tout. Alors comme vous le savez, on a eu quand j'ai vendu les marchés en 2021, parce que j'anticipais la fin des politiques monétaires et une hausse de l'inflation, ce qui a provoqué la chute des marchés. Donc j'en ai profité et ensuite j'ai revendu les marchés dans cette zone-là, 61 et dans la zone d'or majeure que j'appelle entre les 50 et 61%. Et les marchés ont continué à s'envoler alors que l'inflation reste toujours très très forte, que ce soit dans les loyers, les services et aussi dans l'alimentaire. Donc bien sûr l'énergie, on peut le voir, a fortement baissé, on voit le pétrole a chuté, ce qui a provoqué une baisse de l'inflation générale et ce qui fait penser au marché que la Fed va réduire la vitesse de sa hausse des taux et donc que les marchés vont pouvoir continuer à progresser éternellement à la hausse sur des niveaux de prix astronomiques et que les profits des entreprises vont continuer à augmenter. Mais il faut bien comprendre que les politiques monétaires des banques centrales, hein, qui a été très avantageuse pour les marchés dans cette phase ici, hein, ça veut dire une baisse continuelle des taux d'intérêt et des injections de liquidités n'est plus du tout la même à partir de maintenant. C'est-à-dire que les marchés, là, ici, ils profitent un petit peu de l'inertie de ce qu'on a eu à sur le résultat des entreprises et sur le chômage qui reste historiquement bas. Mais à partir de ce moment-là, les choses ont changé et on va avoir dans un deuxième temps l'impact de ce changement politique moderne. C'est pour ça que je m'attends à une correction des marchés à venir et à un retour à la normalité des marchés. On est vraiment sur des bulles, hein. Si on regarde le Nasdaq, on prend le Nasdaq, alors il est normal que le Nasdaq rebondisse à court terme, mais quand on voit le Nasdaq, il faut rappeler que là c'était la bulle Internet après, et là c'était en 2009, la crise financière, les gens achetaient des actions et avaient du mal à payer des actions même à ce prix-là. Et puis après, vous voyez, vous êtes envolé comme ça. C'est les politiques monétaires qui ont fait ça. Vous voyez bien que le prix est astronomique comparé au prix moyen qu'on avait sur l'indice, puisque les entreprises, même si des entreprises de Nasdaq font plus de profits, ils font plus de profits parce que ces politiques monétaires, à distribuer de l'argent à aux consommateurs qui peuvent consommer sans compter. Je rappelle qu'aux États-Unis, la consommation des ménages qui représente 70% du PIB a un impact considérable. Alors quand vous distribuez du crédit à ces consommateurs, ils peuvent acheter sans compter. Et puis si les taux sont bas, ils peuvent acheter encore plus. Et ça leur offre du pouvoir d'achat. Sauf que là, c'est un train de changer. On n'a plus cette possibilité de vivre à crédit comme on le faisait depuis ces dernières années. Il faut bien comprendre qu'une personne qui a un salaire proche du SMIC peut acheter un iPhone à 1300 euros. Ça va être terminé. On ne peut plus acheter. On voit bien des gens, même des chômeurs aujourd'hui, qui ont des iPhones à 1300 euros. Ce qui est énorme. 1300 euros, ça représente un mois de salaire et ce n'est pas un bien prioritaire. Ce n'est pas autant l'alimentaire. C'est quelque chose de prioritaire, mais c'est quelque chose d'accessoire et on se rend compte que les consommateurs ont pris l'habitude de dépenser leurs revenus et à crédit en plus, hein, leurs revenus futurs dans des biens non prioritaires et donc des biens accessoires. Et on va voir cette correction des marchés, un retour à la normale des fondamentaux avec l'économie. Et donc un retour à un prix plus raisonnable des indices. C'est pour ça que je ne pense pas que les indices puissent éternellement battre des records historiques sans passer par une passe corrective. Alors, sur ce graphique de l'indice Nasdaq, on le verra sur les autres indices, on voit typiquement voilà, le prix moyen de l'indice Nasdaq, c'est 8500 points. C'est le prix moyen où il est raisonnable que le cours de l'indice revient. Alors, il évolue avec le temps. Si on prend ce grand retracement, par exemple, quand on était ici, le prix moyen de l'indice était à 3900 points. Et puis après, il a évolué. Et puis aujourd'hui, on arrive à un niveau de prix moyen où il est à 8500 points. Donc on voit que plus l'indice s'éloigne de ce prix moyen, plus il sera attiré à revenir. On est plus dans une stratégie, enfin je suis plus dans une stratégie au vu de l'économie, puisqu'on a aussi la guerre en Ukraine, la tension entre la Chine et les États-Unis. On a vu un ballon météo qui a été abattu, et puis un nouvel objet non identifié au-dessus de l'Alaska. Il y a des tensions. Imaginez la Chine qui envahirait Taïwan, alors qu'on a en plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, on a des éléments sur les marchés qui font que on n'est plus dans quelque chose d'idéal qui a permis cette folie haussière et cette bulle
spéculatif. Donc oui, les marchés peuvent rebondir à court terme, moyen terme, mais ils vont tous tendre les indices. Hein. Je vous rappelle, ma cible sur l'ensemble des indices, c'est bien sûr, je ne reviens pas à l'achat tant que les indices ne sont pas revenus sur ce prix moyen. C'est quelque chose que j'ai toujours fait en investissement et ça a toujours été payant et largement payant parce que quand vous achetez sur ce prix moyen, même si vous descendez en dessous, vous revenez au-dessus à un moment ou à un autre. Donc vous allez être gagnant. La zone que je privilégie à l'achat sur les indices, c'est toujours cette zone-là. J'estime que quand on achète sur le long terme des valeurs de qualité avec des bons fondamentaux, si vous achetez dans cette zone-là, et cette zone-là revient toujours tôt ou tard, vous finirez par, dans quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, récupérer votre capital et faire de belles plus-values, surtout si vous positionnez en plus sur des valeurs qui offrent un bon rendement. Alors, l'indice Nasdaq, on va commencer par lui parce que j'y suis. L'indice Nasdaq a un handicap aussi, c'est qu'on a des valeurs qui flambent, c'est des valeurs technologiques qui consomment énormément de dettes, de crédit, qui empruntent énormément sur le marché avec la hausse des taux d'intérêt. Et bien sûr, c'est le coût de financement de ces entreprises et de leur développement augmente. Et puis en plus, c'est des entreprises qui recrutent des personnes à haute compétence et ces personnes à haute compétence demandent des salaires beaucoup plus élevés dus à l'inflation, d'autant plus que le chômage étant très très bas sur les marchés, sur le marché du travail aux États-Unis, ils ont la possibilité de trouver du travail facilement. Donc ces entreprises de haute technologie sont obligées de payer chèrement les salariés s'ils veulent les garder et continuer à exploiter leurs compétences techniques et professionnelles. Donc j'anticipe moi sur les marchés aux États-Unis. On voit que le chômage est au plus bas, aux États-Unis, à un plus bas historique. Alors ce chômage qui est au plus bas va naturellement rebondir pour moi en 2023 et, euh, et générer bien sûr une chute de la consommation des ménages. Donc actuellement, ce que je surveille sur les marchés, autant ici je surveillais la hausse des taux, souvenez-vous si vous étiez sur le Facebook Trader Pro, je surveillais la hausse des taux c'est ce qui m'avait permis d'anticiper le crack des marchés, mais pour moi, c'est pas encore un crack qu'on a eu, c'est une amorce de crack. Et là, l'élément qui va vraiment me déclencher le prochain mouvement baissier, qui va suivre ce mouvement aussi en cours, ça va être bien sûr une chute de la consommation des ménages dans le monde. Alors, on va passer, là, on est un train, je ne sais pas si vous suivez l'actualité et tout, l'actualité financière, tout ça, mais on est en phase, en pré-phase, en fin de compte, on commence à rentrer dans le crack immobilier au niveau mondial. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il va y avoir une contraction du marché de l'immobilier, en Grande-Bretagne, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en France, ça va commencer à se faire sentir. On va commencer à avoir une pression sur les prix parce que les taux ont continué à monter et les banques prêtent moins d'argent et des sommes moins importantes que ce que demande le vendeur du bien immobilier. Donc on va avoir cette contraction du marché de l'immobilier qui va générer un stress. N'oublions pas que sur le marché de l'immobilier, il y a énormément de biens immobiliers qui ont été achetés dans des buts spéculatifs. Ça veut dire que des gens qui n'avaient pas les moyens financiers de payer comptant des biens immobiliers se sont mis à acheter sans compter à n'importe quel prix des biens immobiliers dans le but de faire, pour la plupart, de la location Airbnb par exemple, qui est liée à des revenus en fin de compte de la spéculation. Et bien sûr, si l'immobilier commence à baisser, le remboursement de ces prêts devient de plus en plus difficile. Si la baisse des locations et les loyers deviennent moins rentables, voilà, il va y avoir un marché et puis une spirale baissière peut s'enclencher. Puis surtout, on a toute une population, toute une génération qui a déjà acheté des biens immobiliers, des biens très très chers et qui s'est endetté sur, pour la plupart, 25 ans, 30 ans pour les plus excessifs et qui ont dépensé une vie de travail dans ce bien immobilier, donc qui ont perdu du pouvoir d'achat. Alors avec l'inflation alimentaire, l'inflation des loyers, l'inflation des services, ils perdent encore du pouvoir d'achat, et puis on voit que malgré la chute du pétrole, on voit que les prix à la pompe ne baissent pas. Donc aujourd'hui, on a des consommateurs qui doivent rembourser des grosses mensualités sur des biens immobiliers qu'ils ont payés très très cher. Ils ont en plus une baisse de leur pouvoir d'achat par la baisse de l'euro, par la hausse des matières premières, comme le hausse du prix du carburant. Tout ça fait qu'à la fin du mois, ces ménages ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Et ça va impacter l'économie dans son ensemble. Alors, je mets en aparté la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et la Russie, c'est vraiment un effet amplificateur. En fin de compte.
de la Grèce. Sans la guerre en Ukraine, on aurait eu ce mouvement correctif des marchés que j'anticipe. J'estime on a fait une première jambe de baisse hein, sur l'indice Nasdaq. On est vraiment dans cette vague baissière. On a eu un premier mouvement ici, là, on a ce premier grand mouvement. On va certainement peut-être revenir dans le meilleur des cas à 13 600 points, peut-être ici, mais ça peut s'arrêter à tout moment. Et puis on va vraiment avoir cette descente en trois vagues baissières. Et c'est pour ça que j'estime que, pour moi, je ne serais pas surpris de voir l'indice Nasdaq revenir sur ce niveau-là. C'est pour ça que je ne suis pas acheteur tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone de support long terme. Alors quand je dis je ne suis pas acheteur, c'est pas que je ne suis pas acheteur des indices, hein, parce que je peux vendre et acheter des indices en fonction de l'évolution des fondamentaux sur l'économie, mais dans cette zone-là, ça veut dire que je n'achète pas d'actions sur le long terme, parce que quand j'achète des actions sur le long terme en PEA, je les achète essentiellement dans cette zone-là. Vous ne me verrez jamais acheter des actions en dehors de cette zone de prix. Donc sur le Nasdaq, tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone de prix, je n'achète pas. Et si le marché monte, ben, je vais remonter naturellement ma zone de prix. Et puis ben, cette zone de prix va évoluer, elle se retrouvera ici, sur ce niveau-là, et indéfiniment. Mais j'achète toujours les retours dans cette zone de prix. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les marchés rebondissent parce qu'on a eu une forte amorce baissière. Et ouais, ils ont rebondi actuellement ici en se disant, voilà, la Fed va ralentir la hausse des taux, on va avoir une récession, on va éviter la récession même, et un atterrissage en douceur de l'économie. Et donc les vendeurs à découvert, ce que j'en faisais partie, j'ai pris des gains dans cette zone-là pour me replacer sur des niveaux supérieurs. Sauf que là maintenant, bah, des vendeurs à découvert continuent à s'alléger, des acheteurs, les retardataires continuent à acheter, et puis ça alimente un mouvement spéculatif qui n'est pas fondé sur les fondamentaux. D'autant plus que sur l'indice Nasdaq, vous vous rendrez compte que les valeurs ne versent quasiment pas de dividendes, voire aucun dividende. Si vous achetez une action comme Tesla, par exemple, vous n'avez pas de dividendes. Beaucoup de valeurs technologiques ne versent pas de dividendes ou des dividendes dérisoires. Aujourd'hui, un investisseur qui voudrait investir 20 000 euros, il aura plus intérêt de le faire sur un livret A en France, puisque sur un livret A, vous aurez un rendement de 3% et votre argent sera garanti. Que si vous achetez Tesla sur le prix actuel, vous n'avez aucune garantie, vous pouvez très bien perdre 30% dans les mois à venir, et puis vous n'avez aucun rendement. Donc voilà, donc on est en train de changer de paradigme sur les marchés. Donc c'est extrêmement inquiétant, et l'économie, on le sent au quotidien, on voit bien que le moral n'est pas là, on voit bien que les gens sont en difficulté, hein, ont du mal à payer leurs factures, la facture énergétique, on a vu les PME, on a la fin du quoi qu'il en coûte aussi avec le Covid, on a des entreprises, des petites PME qui sont le maillage français de l'emploi, qui voient leurs finances se dégrader, et on va arriver dans une période de grande difficulté économique et qui devrait durer dans le temps. On va plus être dans du crack éclair où les banques centrales intervenaient directement et relançaient rapidement le marché. Là, elles ne peuvent plus baisser leur taux d'intérêt parce que l'inflation s'envolerait encore plus haut. Donc on est obligé de passer par une purge sur les marchés, et cette purge, eh ben, elle est liée en fin de compte au volume de la masse monétaire, des excès de liquidité sur le marché. Il faut détruire de la monnaie. Alors autant les banques centrales achetaient ici des produits sur les marchés financiers auprès des banques, aujourd'hui maintenant les banques centrales vendent ces produits sur les marchés. On a vu la Banque d'Angleterre qui n'a pas réussi à vendre toutes les obligations qu'elle voulait vendre sur les marchés. Il y a eu un manque, tout le monde n'en a pas voulu, et il leur reste des obligations sur les bras alors qu'elles avaient l'intention de vendre sur les marchés. Donc c'est l'inverse, les banques centrales n'achètent plus les produits pourris sur les marchés, elles essayent de les vendre en fin de compte. Et c'est là que ça va créer un gros problème. On a aussi le plafond de la dette aux États-Unis. Alors le plafond de la dette, il va être négocié, il sera certainement relevé, ce plafond de la dette. Mais qu'est-ce que ça démontre aujourd'hui sur le marché américain? C'est que malgré cette période d'euphorie sur les marchés où l'argent a coulé à flot et que les profits étaient au maximum, la dette n'a pas baissé. Donc comment les États-Unis demain vont-ils pouvoir faire baisser cette dette alors que tout était idéal sur les marchés de l'économie? Bah, tout simplement, la dette ne peut pas baisser, elle ne fait que monter, et le marché commence à en prendre conscience. Alors
même si ce plafond de la dette risque d'être relevé quelque peu, il faut bien comprendre que l'impact doit être limité dans son engagement financier dans le développement économique. Ça veut dire que c'est des infrastructures qui ne pourront pas être construites, ça veut dire qu'il y aura une négociation, ça veut dire que la santé aux États-Unis qui coûte très très cher, on le voit, l'inflation des services s'envole, et ben les aides seront plus faibles et tout ça va avoir un impact sur la population et les consommateurs qui vont devoir se serrer la ceinture, c'est inévitable. Je regardais une information aux États-Unis où la ville de Picos, je crois, ça doit être dans le Texas, bref, où le salaire d'un travailleur dans l'extraction de gaz est à 20 000 dollars par mois, ce qui est exceptionnel, 20 000 dollars. Les salaires ne dureront pas. C'était le même cas quand on a eu la crise financière, où on avait des salaires sur le marché du pétrole de schiste et du gaz de schiste, où les gens gagnaient 20 à 30 000 dollars. C'était pendant la crise financière, et je regardais ça, je me disais, mais c'est incroyable. Et puis d'un coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce que les matières premières, le pétrole avait baissé, et puis on rentrait en récession. Donc si on regarde la baisse du pétrole ici, ce n'est pas lié à la baisse qui génère cette baisse de l'inflation générale. Cette baisse du pétrole est uniquement liée, en fin de compte, au ralentissement économique mondial. Si le pétrole baisse, c'est que l'on consomme moins de pétrole. Et si on contrôle moins de pétrole, c'est que l'économie ralentit. C'est que la récession est en train de se mettre en place. Les entreprises ne tournent pas à plein régime. Ce n'est pas possible. Quand on est en forte période de croissance, l'économie, on consomme de l'énergie pour faire tourner l'économie. Et là, ce n'est pas un signe positif. C'est pour moi un signe d'alerte sur un risque de récession à venir. La récession, pour moi, va être inévitable, comme je vous l'explique sur le Facebook Trader Pro. Alors, on va regarder sur le CAC 40 ce que je souhaite faire. Donc déjà sur le long terme, sur tous les indices, c'est exactement pareil. Je n'achète pas tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone-là sur l'indice CAC 40. Donc là, on a vraiment une structure sur l'indice. On va la regarder plus en détail. Je rappelle quand même que quand on a eu la crise Covid, alors que les banques centrales étaient encore en soutien de l'économie, baissaient leur temps, on est tombé sur ce niveau-là. Et on a eu cette montée. Donc là, on n'a pas encore eu cet impact. Imaginez en cas de récession ce qui peut se passer. Donc le scénario le plus probable, si vraiment on est très excessif dans la hausse, dans les jours à venir, ce serait vraiment de générer un double sommet. Je vais vous donner 3 scénarios, mais ils ont tous en fin de compte le même point final. Le même point final sur les indices va être ici. C'est ce niveau-là. On va aller sur ce niveau-là. Donc que l'on s'arrête ici ou sur un point excessif que je vous ai mis, on va retourner sur ce niveau-là dans les mois à venir. Et il faut être extrêmement prudent. On va avoir un crack sur les marchés, c'est inévitable, on n'en a pas encore eu. Donc là, on est vraiment sur une phase de rebond, et là, on va avoir après une descente rapide de l'indice. Alors, qu'est-ce qui va déclencher ce phénomène de baisse sur les indices? Pour moi, ça va être un ralentissement de la consommation des ménages et des défauts de paiement, des défauts de crédit. Des ménages américains vont commencer à ne pas pouvoir rembourser leur mensualité, et ça va se transférer ensuite au marché de l'immobilier. On a eu la crise du secteur de l'automobile, je vous disais, ça commence toujours par là. On a toujours cette crise, cette tension sur le secteur de l'automobile. Et après, parce que voilà, l'automobile, l'énergie, tout ça, on a cette crise sur les moyens de transport où on s'aperçoit que on a une grogne sociale, les gens n'arrivent plus à s'en sortir. On a eu les gilets jaunes, tout ça. Et ensuite, ça se transfère vers l'immobilier et le bâtiment. On a un ralentissement de l'immobilier qui se met en place puisqu'on a des restrictions pour des banques pour prêter de l'argent aux consommateurs, et puis on a moins d'acheteurs. Tous ces gens qui ont fait la bulle immobilière, si on prend le cas de l'empreinte, ces gens ont acheté une maison, ils vont pas la revendre demain, ou ce sera pour en racheter une autre, mais voilà, mais les crédits ont été faits. Tous les gens se sont endettés sur 20-25 ans, et voilà, et maintenant ils doivent payer pendant 25 ans ces remboursements, et c'est pas des gens qui vont aller demain encore frapper à la porte, j'ai envie d'acheter une nouvelle maison, c'est terminé, la banque dira c'est terminé, vous n'êtes pas assez solvable pour pouvoir emprunter. Donc voilà, donc les gens qui vont se retrouver en difficulté, il va y avoir des divorces, il va y avoir du chômage qui va augmenter, il va y avoir des gens qui n'arriveront plus à s'en sortir parce qu'ils ont 2 voitures pour aller au travail, il faut changer la voiture, et une voiture ça ne vaut plus 15 000 euros, mais ça vaut 25-30 000 euros maintenant. Donc on a évité cette crise de l'immobilier
qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt, parce que le secteur de l'automobile a utilisé un artifice qui n'existait pas, c'est la location longue durée. Ça veut dire qu'à un moment, les gens ont acheté un bien immobilier, mais ils ne pouvaient plus acheter de voiture neuve. Parce que quand ils allaient à la banque pour dire, voilà, bah, je rembourse mon crédit immobilier et j'ai envie d'acheter une voiture neuve, est-ce que vous pouvez me prêter 500 € par mois pour acheter ce véhicule sur 7 ans, par exemple? La banque disait, bah non, vous êtes au-dessus des 33% d'endettement, on ne peut pas vous financer. Donc les gens, en fin de compte, ils avaient acheté leur maison très très cher, ils remboursent une grosse partie de leurs revenus dans cette maison, et donc ils n'ont plus de pouvoir d'emprunt supplémentaire. Donc ils ne pouvaient plus acheter de voiture. Donc le marché de l'automobile s'est dit, ok, ils peuvent plus acheter de voiture, mais ils peuvent peut-être faire un petit crédit à 5 000 €, ça passera, et puis nous on fera de la location longue durée. Donc les gens, en fin de compte, ont fait de la location longue durée sur le véhicule, qui leur coûte beaucoup plus cher qu'un achat au comptant ou un achat à crédit, en fin de compte. En gros, eh ben, le vendeur automobile encaisse directement une somme d'argent de 5 000 € et en plus va louer en fin de compte ce véhicule, mais c'est comme si elle finançait un crédit à la consommation à cet acheteur. Et donc il est grandement gagnant parce que les rendements de ces locations longue durée sont vraiment exceptionnels. Et donc l'automobile, le vendeur automobile s'est substitué un petit peu à la banque et c'est lui qui encaisse le profit du prêt à échéance qu'il a en fait fait au vendeur. Mais au final, le vendeur a payé son bien plus cher et quand il a terminé son contrat, ben, il est pris au piège, il est obligé de se financer comme ça. Et au bout d'un moment, ben, ce système arrive en rupture, et surtout quand les taux d'intérêt remontent, comme on a eu avec l'inflation. Donc là, ces gens, ils sont là, on a eu une hausse, hein, attendez-vous à une hausse du marché de l'occasion, les gens vont revenir sur le marché de l'occasion, parce qu'ils ne peuvent plus acheter même des voitures location longue durée, ce n'est plus possible. Euh, donc cette crise du secteur de l'automobile a un impact derrière, puisqu'il y a un ralentissement, et donc c'est tous les sous-traitants, c'est l'intérim, c'est les emplois. D'ailleurs, on va surveiller le marché de l'intérim, voir comment ça se passe aussi, c'est un bon indicateur. Et donc voilà, mécaniquement, ben, ces gens vont perdre leur travail, vont avoir moins de pouvoir d'achat, vont se retrouver en difficulté, et puis ben, des biens vont commencer à se vendre sur le marché de l'immobilier, et quand les gens vont vouloir vendre leurs biens, bon, les gens vont commencer à se rendre compte que la valorisation qu'ils estimaient de leurs biens immobiliers n'est pas en phase avec le pouvoir d'achat du marché. Ça veut dire que vous pouvez avoir une maison qui vaut 600 000 €, si demain en face l'acheteur qui arrive, qui vient visiter votre maison, il vous dit, ben ouais, moi 600 000 €, le prix du bien ça m'intéresse, moi je l'achète, je suis un compromis, je vais aller voir ma banque, et puis il va voir sa banque et voilà, je voudrais acheter ce bien à 600 000 €, nickel. La banque lui dit, c'est pas possible, 600 000 €, monsieur, on peut vous prêter 400 000 €. Et pourquoi 600 000 € me prêter ça il y a 1 an, 2 ans? Bah oui, mais les taux d'intérêt sont en train de monter, les risques ne sont plus les mêmes. Et donc bah, le vendeur retrouve l'acheteur, et puis l'acheteur lui dit, bah écoutez, moi je ne peux avoir que 400 000 €, donc je ne peux pas acheter. Donc si le vendeur a besoin de cet argent, il n'aura pas le choix, il faudra qu'il baisse son prix, sinon il gardera sa maison. Et puis l'acheteur, bah, lui, il continuera à être en difficulté, à payer des loyers qui augmentent, et finira par perdre encore du poids. Et tout ça, on alimente une spirale baissière qui génère à un moment à un retour au raisonnable sur le marché de l'immobilier, une correction des marchés. Le marché de l'immobilier, il faut bien comprendre qu'un bien immobilier, prenez un bien immobilier sur le marché, vous placez le prix qu'il a été en 2000 et vous estimez que 4% par an, c'est un très bon prix. Ça veut dire que le prix de votre immobilier aurait dû prendre 80% au maximum, mais pas des 200-300% sur certains points. Je rappelle aussi que l'investisseur, généralement un investisseur qui achète un bien immobilier, va plus chercher à amortir son bien sur 113 mois. Généralement, on estime que le prix d'un bon achat immobilier, c'est 113 mois, 113 fois le prix du loyer. Pour moi, ça a toujours été ça. Voilà, si en 113 loyers, je peux rembourser ce bien, c'est intéressant. Sinon, il commence à être excessif. Et vous voyez qu'on est carrément, que les prix sont complètement déconnectés des fondamentaux économiques. Donc sur le CAC 40, de toute façon, vous pouvez, l'indice peut monter, peut revenir ici, tout ça. Je n'achète pas d'actions, je dis bien, en dehors de cette zone-là. Donc voilà, donc on est trop éloigné du prix moyen de l'indice CAC. Alors, on a 2 doubles sommets là qui peuvent être générés. C'est le premier scénario le plus probable. C'est-à-dire que l'indice fait un mouvement de ce type. On a eu un rebond ici et il fait un double sommet, excès d'euphorie, et après il fait sa correction. C'est le scénario le plus probable. On est vraiment là, la phase euphorique sur les marchés, la phase de stress, après une phase de déni, les gens qui achètent là se disent « Ah, je me suis fait avoir, j'aurais dû acheter là, tout va bien dans le meilleur des mondes », et se retrouvent à acheter au même niveau que ce niveau-là, et se font plumer derrière.
Le premier scénario, ce qui nous ferait un potentiel baissier, hein, si on prend cette structure géométrique, voilà, le double sommet, si on prend vraiment du chartiste, ça nous donne un potentiel baissier de chartiste ici, sur ce niveau-là. Sur ce niveau-là. Ça veut dire, on peut dire, allez, 3800, 4000 points. Ça veut dire qu'on baisserait, mais on ne ferait pas de plus bas par rapport à la crise Covid. Hein, on voit, d'habitude on monte, on monte, on monte, et là on fait un plus bas. Là on monte, on fait pas de plus bas. Donc on ferait même pas un plus bas. Ce serait vraiment une belle correction des marchés. Alors, si on prend par rapport au plus bas dernier, là, ça nous ferait une baisse de 31%. Si on prend par rapport ici, ça vous fait une baisse de 47%. Alors je rappelle qu'un indice qui perd 50% de sa valeur, depuis son record historique, son plus haut record historique, rebondira toujours au minimum de temps. Ça veut dire que quand vous avez un record historique, et que là, vous marquez un 50% de baisse, si jamais l'indice revenait à 3690 points sur le CAC 40, ce qui n'est pas impossible, hein, tout est possible sur le marché, là, vous pouvez mettre une fortune sur l'indice, même si sur le très court terme, il continue à baisser, parce que vous rebondirez au minimum d'autant, ça veut dire que vous rebondirez de 50%, ça veut dire que vous serez quasiment sûr de revoir l'indice à un moment à 5500 points. Gardez ça dans l'esprit, ça m'a toujours permis de gagner de l'argent sur les marchés lors de crack boursiers, parce que voilà, je suis en confiance, je sais que si l'indice a perdu 50% par rapport à son record historique, il rebondira toujours au minimum d'autant. Donc le premier scénario, ce sera un échec dans cette zone, sachant qu'on s'est peut-être arrêté là. Peut-être que la hausse est terminée. Hein. Quand vous voyez les mèches ici, peut-être que la hausse est en train de faire, et puis là on va commencer à redébouger et redescendre sur le marché. Mais la zone que je vais vraiment vous montrer les niveaux de vente où je vais surveiller, je vais mettre des ordres sur le CAC par exemple, on va mettre, bah voilà, bien sûr le double sommet ici, c'est un niveau que si jamais il était touché, que je vendrais. Ensuite, on va passer sur du plus court terme. Je vais enlever ça, c'est vraiment le niveau 1. Mais bon, souvenez-vous de cette zone. Dans cette zone-là, on n'achète pas tant que l'indice n'est pas revenu dans cette zone-là. On n'achète pas sur le long terme. Alors, on avait aussi ce point haut, hein, parce que bien sûr, si on vient titiller ce record historique ici, on peut avoir la folie acheteuse. Les gens vont se mettre à acheter, c'est un petit peu comme ici. Les gens étaient là, c'était le plus haut historique, les gens ont acheté, puis derrière, boum, on est tombé, on s'est effondré. Ben, c'est un peu le même chose, on aurait une correction, et puis si on cassait ça, les gens achèteraient, et puis après, on s'effondrerait derrière. Alors, pourquoi j'ai déterminé les 7500 points? Vous le savez, on a une structure c'est vraiment du chartiste. Hein. Déjà sur les fondamentaux, sachez que je ne suis pas à l'achat au vu des fondamentaux et de la configuration économique, géopolitique sur les marchés. On a aussi, n'oubliez pas le secteur bancaire, on a l'économie russe qui est à l'arrêt, les comptes bancaires russes, les avoirs russes sont bloqués. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les banques, sur les comptes des banques européennes, américaines. Des milliards d'argent russe est bloqué actuellement. Et cet argent n'appartient pas aux banques. Donc attends, c'est comme si on retirait ces avoirs russes du jour au lendemain. Et les banques calculent leurs fonds en fonction de ça. Mais cet argent n'appartient pas à la banque. Donc imaginez demain des milliards russes d'une banque qui sont placés chez BNP Paribas qui disparaissent. Donc attention à ça. Le secteur bancaire, c'est vraiment, je rappelle la crise, secteur automobile. Après, la consommation commence à baisser, consommation des ménages. Ensuite, vous arrivez sur la crise, contraction du marché de l'immobilier, contraction du marché du bâtiment, amplification de la chute de la consommation, récession économique, chute du secteur bancaire et de l'assurance. Et après, vous arrivez sur les dettes de l'État. Les pays les plus endettés, les plus fragiles, se retrouvent attaqués par les marchés financiers et doivent avoir le soutien des banques centrales. Donc vous rentrez, toi, et là, vous avez un élément super amplificateur, c'est bien sûr les guerres. La guerre en Ukraine, la guerre possible entre Israël et Iran, on ne sait pas, la guerre possible entre la Chine, Taïwan et peut-être les États-Unis. Donc voilà, mais déjà, on est dans l'ordre automobile, là on arrive sur le marché de l'immobilier, bâtiment et après secteur bancaire. Donc attention à ça. Sachant que derrière, on n'a plus les mécanismes des banques centrales qui peuvent permettre de sauver les marchés comme ils le faisaient avant. Donc on revient un peu au marché enfin l'indice CAC 40. Donc l'indice CAC 40, vous savez, on avait tracé alors comme je vous le disais, pour tracer des figures chartistes, utilisez toujours les lignes, parce que cela, si vous utilisez bougie, vous allez être piégé. Et là, vous allez avoir des figures chartistes un petit peu plus justes. Donc là, on voit cette tête à épaule ici cette tête à épaule ici, on voit bien là, le marché a fait ça, et puis il fait une épaule, une tête, une épaule, et voilà. Et avec un potentiel haussier. Alors le potentiel haussier de cette figure chartiste,
Alors, pour moi, c'est pas la figure chartiste qui m'intéresse, c'est pas elle qui va générer un point. C'est ce que les investisseurs cupides vont faire. Ceux qui sont à l'achat, ils regardent cette figure et c'est eux-mêmes qui sont en train de la générer, de la fabriquer. Un jour, quelqu'un a dit, oh, il y a une figure chartiste, je vais dire que c'est une figure, une probabilité que ça se reproduise sur les marchés historiquement. Donc voilà, donc ça a été mis en place et maintenant tout le monde regarde ça et se dit, ah bah oui, si ça là, bah, je vais acheter tant qu'on voilà. Donc ça alimente un peu la spéculation. Voilà. Donc ça nous donne un peu ce potentiel haussier sur l'indice CAC 40. Ça veut dire que pour moi, la zone de vente idéale, ça veut dire que sur cette figure chartiste, si on arrivait à pousser ici comme ça, vous voyez, si on avait, voilà, on va certainement avoir une correction ici, voilà, et après, si vraiment on voulait encore spéculer ici, on aurait vraiment un gros signal de short ici. C'est vraiment en excès, si un jour vous allez, voilà, dans cette zone-là, ce sera du signal d'excès. Donc ça, à la rigueur, si je devais vendre le CAC encore, là, ce que je vais faire d'ailleurs, hein, hop là, il faudrait supprimer ça. Donc moi déjà, le haut de cette figure chartée, je vais la vendre aussi. Donc je vais me positionner un peu plus bas, voilà, sur ce niveau-là. Alors ce qui est intéressant aussi de regarder quand vous avez aussi une autre figure qui est très intéressante, enfin un mouvement de marché que j'utilise énormément, c'est vous avez eu cette baisse comme ça, vous avez une première vague baissière, ici vous avez une deuxième vague baissière, vous avez une quatrième et vous avez le point bas qui est ici. Et ce point bas, il vous fait une vague de Wolf qui est un peu faussée, mais elle est quand même là, ça vous donne cette vague de Wolf ici, qui vous donne un potentiel haussier sur l'indice. Donc déjà, j'espère que vous avez compris que autant ici, il fallait acheter. Alors moi, je n'ai pas acheté ici, mais j'ai acheté en rachetant des ventes à découvert. Ça veut dire que j'ai pris mes bénéfices quand j'ai acheté là. Mais je n'ai pas forcément acheté. Mon but, c'est de vendre plus haut. Et des gens achètent actuellement ici. Donc déjà, vous voyez quelque chose d'inquiétant, c'est que les gens achètent le même prix qu'ici. Vous voyez ici, les gens payent le même prix qu'en 2021, juste avant que les marchés baissent fortement. Vous voyez, à quelques points près. Hein. Là, ici, vous êtes dessus, les gens achètent exactement au même niveau, au plus haut. Donc, ils regardent des mèches et tout, mais le point où ça a échoué, c'est vraiment 7200 points. Ils achètent au même niveau. Donc, attention, on va enlever ça pour y voir plus clair. Donc, voilà. Donc, on a ce point-là, qui est un point de short ici. On a ce point-là, ici, qui correspond à cela, celui-là. On a aussi, on a dit, en figure, en Akinashing, on a ce point où ici. On essaye de déterminer on a ce point où ici. On voit bien ce point ici où j'ai mis un ordre de vente. Donc ici, je vais mettre aussi un ordre de vente. Si jamais on vient sur mon point. Et on a aussi cette vague de Wolf ici. Là. On est en train de buter dessus, cette droite, pour aller, bien sûr, chercher, retester. Moi, mon but, c'est on va casser les 6200 points et revenir à 5500 points. Donc là, ma zone de short, elle est déterminée, elle est ici. Ma zone de short, la zone où il ne faut surtout pas acheter le CAC 40 et des actions, c'est dans cette zone-là. Ça y est, ma zone est défiée. Donc dans cette zone-là, il va falloir que je mette en place une stratégie pour être gagnant sur un excès haussier. Donc on voit bien l'indice CAC, on a nos vagues et tout, on a le potentiel de la tête. Voilà. Maintenant que j'ai déterminé ma zone, je vous invite à travailler comme ça. Voilà. Donc on est toujours, en plus, on voit bien que en weekly, on n'a pas eu encore ce mouvement de baisse. On est vraiment dans une phase de rebond à proximité de point bas. Donc voilà. Donc moi sur le CAC 40, eh ben, je vais commencer à vendre sur des niveaux stratégiques. Voilà. Moi j'arrive où je me dis là on est quand même sur de l'excès, on peut monter, mais on va pas rester sur ces records avec ce qu'il y a dans le monde et ce qui arrive sur l'économie, surtout la chute de la consommation des ménages qui est inévitable. Donc là, alors vendre, quand vous vendez le marché, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'idéal, c'est l'achat. L'idéal, c'est quand vous verrez quand on fera les stratégies, quand les marchés se seront effondrés et qu'on achètera. Parce que pourquoi acheter toujours plus gagnant que vendre? Quand vous vendez, vous pouvez gagner, si le prix chute à zéro, vous ne gagnerez que 100% maximum.
Imaginez, vous vendez une action qui vaut 1 euro, elle tombe à 0. Vous gagnez que 100% maximum. Par contre, vous achetez cette même action qui vaut 1 euro, vous l'achetez à 20 centimes. Elle remonte à 1 euro. Vous gagnez bien plus que 100%. Les acheteurs ont toujours un avantage. Mais par contre, ils peuvent perdre à court terme mais ils ne perdront jamais plus de 100%. Un vendeur, il peut toujours perdre plus de 100%. Donc c'est toujours plus avantageux d'acheter que de vendre. Gardez ça à l'esprit. Donc c'est plus facile de revenir sur les marchés et de mettre des stratégies d'achat long terme après des fortes corrections que de vendre des hauts de marché. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans des marchés très difficiles et je vous invite à garder à l'esprit que on joue des fondamentaux et que ce marché est extrêmement délicat. Il faut toujours prendre des petites positions sur le large niveau et toujours ne jamais utiliser des effets de levier importants. Donc là, moi, en gros, j'ai 4 zones de vente. J'ai 7 zones de vente. Donc moi, généralement, ce que je fais pour shorter, sur opportunité, hein. Voilà, mon pari, c'est, ok, l'indice, s'il rentre là-dedans, voilà, je pourrais le mettre un peu plus haut, mais je veux pas le louper. Alors, si je veux mettre un peu plus haut et pas le louper, bah, je rajoute une petite ligne et je reste modéré sur mes achats. Donc là, je suis pas mal. Et après, je lise parce que vous ne pouvez jamais vendre au point près. Mais ce qui vous intéresse, c'est cette zone. On a vu le haut de la tête à épaule, on a eu la vague de Wolf, on a eu le double sommet. Voilà, ça nous donne des niveaux où, techniquement, les gens qui ont acheté ici, qui ont fait un maximum de pognon en 4 mois, 4-5 mois, vont pas se poser de questions. Ils n'oublient pas ce qui s'est passé la dernière fois et les fondamentaux qui sont en train d'arriver. Donc voilà, moi, c'est vraiment sur le CAC, c'est ce que je ferais actuellement. Pour jouer la correction des marchés. Ça trouve, on va jamais revoir la zone là, on est peut-être en train de se retourner déjà. On a eu en plus cette vague, une vague 1, 2, 3, et là 1 et 2, on fait la deuxième, et on repart en vague 1, 2, 3, 4. Ici, donc là, ma cible, là, ce double sommet, c'est je reste toujours à même scénario, c'est on va casser les 5500 points et on va revenir dans cette zone-là. Alors ceux qui veulent pas anticiper des pics haussiers, parce que c'est difficile aussi, on va regarder en daily où on est. En daily, on voit bien, on est dans ma zone. Alors à un moment, je vais être agressif. Vous avez vu, au début de l'année, j'ai perdu de l'argent là parce que j'ai réorganisé mon portefeuille. Mais c'est pourquoi? C'est pour avoir une puissance de frappe quand je vais avoir des bons signaux et profiter. Je reste confiant sur le fait de terminer l'année bien sûr en positif. Sachant que là, en ce moment, je ne trade pas. Je ne trade pas. Pourquoi? J'ai aucun intérêt de prendre des positions vendeuses n'importe quand et tous les jours. J'attends vraiment une belle opportunité. Quand j'ai vendu en 2021, le 15 août 2021, je commençais à vendre dans le 15 août pour vous montrer où je vendais. 15 août 2021. J'ai vendu à partir d'ici. 15 août, on était... Voilà, j'ai vendu à partir d'ici. C'est là que je vendais. Pourtant, le marché a pris encore a pris 7,71%. Par contre, derrière, il a perdu 24% et vous avez vu les performances que j'ai fait. Bah là, c'est un petit peu pareil. Par rapport à ce que j'ai vendu, le marché, il lui reste quoi en potentiel? Si on prend mon point haut, il peut prendre encore 6,43%. Mais après, c'est terminé. Il ne faut pas croire que les actions vont monter jusqu'au ciel alors qu'elles sont déjà dans le ciel. Donc voilà, donc cette figure chartiste tête à épaule avec ce poteau ici, c'est une belle zone de short. Ici, moi, je vais vendre, je vais être agressif. Dès qu'on rentre dans la zone là, maintenant, dès qu'on va passer là au-dessus, qu'on rentre dans cette zone là, je vendrai automatiquement de l'indice. Quand ça accélérera à baisse, je prendrai des gains parce qu'on va pas se retourner comme ça brutalement sauf fin d'effet d'un. Mais on va avoir des baisses. Et je vais commencer à reprendre mon trading. Souvenez-vous, quand je faisais du trading agressif, je faisais à peu près 4, 500, des fois 1000 euros dans la journée. En gros, je faisais en moyenne entre 4 et 5000 euros par mois avec mon trading. Donc je vais commencer à refaire ça, alors que je suis en pause depuis 2 mois à peu près, puisque j'attends des niveaux, j'ai aucun intérêt à le faire dans une tendance forte haussière comme on a là. Par contre, là maintenant, j'arrive sur des niveaux où je me dis, ouais, ça m'intéresse de le faire. Alors, là, j'ai des positions vendeuses quand même en fond de portefeuille, si jamais ça décrochait brutalement, puisqu'on peut avoir un crack à tout moment. Mais le scénario le plus probable, c'est, on a fait une hausse comme ça, et là, on fait soit une correction encore, on revient tester les MA, on remonte sur ces niveaux plus hauts, et là je vends de toute façon, on échoue dans les MA et on génère un mouvement baissier, et dans ce cas, j'attaque derrière
la baisse. Ça veut dire que là, techniquement, si on doit aller plus haut, là, il ne faudra pas casser les 6007. Il ne faudra pas casser les 6007. Ça veut dire que je serai vendeur quand on sera sous les MA. Quand les MA commenceront, on sera sous les MA dans cette zone-là à peu près, avec un signal vendeur 4 heures. Ça veut dire que je vendrai les signaux 4 heures, de toute façon. Alors le prochain signal de vente 4 heures qu'on aura, donc on voit la zone de correction là, à court terme, on risque d'avoir un mouvement de ce type à court terme, soit pour rebondir, aller plus haut, soit ici pour tenter de rebondir et échouer, et là commencer le mouvement baissier. En 4 heures, bah, je surveille le. J'avais joué ce mouvement baissier ici, 4 heures, ici. Ce mouvement baissier, 4 heures. Bah là, j'attends ce prochain mouvement baissier. Donc quand je vais avoir ce mouvement baissier, je vais tenter de shorter l'indice, sachant que j'essaye de vendre, on voit bien, là je place des ordres, j'essaye de vendre ce niveau-là. Donc deux scénarios, donc il faut tenir. Donc je sais que déjà je suis vendeur dans cette zone-là. Hein. Cette zone-là, je suis vendeur ici, ça c'est sûr. Pour aller chercher au minimum les 6002 et certainement les 5005. Et ici, je vais surveiller quand même ce mouvement, cet échec qu'on peut avoir, ce mouvement haussier. Là, ici, on a une tête à épaule. Alors si vraiment le mouvement, si on avait ce mouvement-là, là, ce serait parti. Là. C'est 5500 points. Et là, tout le monde s'est fait piéger. Attention. Donc là, je surveillerai bien sûr le prochain signal de vente 4 heures que je vais vendre. Par contre, si on a ce mouvement, ce signal de vente 4 heures comme ça, et qu'on régénère un signal d'achat, et bien dans ce cas, ce signal d'achat, je ne vais pas l'acheter, mais ça confirmerait mon potentiel de pouvoir, je me dis, ben cool, je vais pouvoir être exécuté ici. Alors je ferai peut-être des achats très court terme, histoire de gratter un peu d'argent. Mais voilà. Et soit le signal de vente là, on a une vague, deux vagues, et on plonge à 5005, et dans ce cas, ces ordres ne seront pas touchés. Et dans ce cas, je vendrai sur des signaux de vente, croisement EMA 4 heures. Soit une vague, deux vagues, deuxième vague, signal de vente 4 heures, échec, soit je mets un stop sur mes ventes de mes 4 heures au-dessus du plus haut, mais aucun intérêt puisque je suis vendeur de cette zone. Donc là, je vais vendre mollement le prochain signal de vente 4 heures. Et si on rebondit, on fait une troisième vague d'échec pour un gros mouvement baissier, j'ai mes ordres de vente qui seront là pour renforcer ces positions. Donc c'est vraiment la stratégie que je vais faire et c'est pareil sur tous les indices. Hein. Je vais vraiment vendre des excès haussiers. Donc n'achetez pas à proximité des records historiques ici. Et je vous rappelle, sur le DAX, je vise cette zone-là. L'US 30. Hop, l'US 30. Que je grandisse. Bon, à la rigueur, je vais vous laisser refaire vous-même les retracements. On va gagner du temps sinon les vidéos sont. Voilà, sur tous les indices, hein, je vise des retours entre les 50 et 61. En opportunité, j'avais vu Bitcoin, soyez prudent sur le Bitcoin, vous avez une correction en mode 4 heures aussi. Là. Vous voyez, vous êtes en signal de 24 heures. Donc sur le Bitcoin, attention, vous avez un signal de short ici. Donc moi, sur des stratégies comme ça, généralement, je short le pullback. C'est-à-dire que j'ai un pullback ici et je vais chercher une correction dans la zone de support que vous avez, la zone de support court terme ici, entre le plus bas et le dernier plus haut. Ça veut dire que là, ce signal de 24 heures, il vous donne un potentiel baissier dans cette zone-là. Donc dans cette zone-là, soit vous achetez pour jouer une reprise, un rebond dans cette zone-là, vous achetez le prochain signal d'achat 4 heures. Mais si vous avez vendu là, il va falloir penser à placer vos stops si vous voulez aller plus bas ou à prendre des bénéfices. Il faut toujours être prudent parce que vous êtes dans une tendance de rebond technique au daily. Donc là, vous voyez en daily, ici, vous êtes là. Vous avez votre signal d'achat daily. Donc quand on a un signal d'achat daily, on achète le pullback dans les moyennes daily. Donc le pullback dans les moyennes daily est en train de se faire ici. Vous voyez, on corrige avec un signal 4 heures. Donc ça veut dire que là, le pullback, ici, il y aura des achats pour aller chercher les 26 000 derrière. Ce qui confirmerait le signal d'achat. On achète le pullback dans la zone là et on va plus haut. Donc ça, c'est à quoi il faut s'attendre sur le Bitcoin. L'euro-dollar, même stratégie. On est dans une tendance haussière en daily. On fait un pullback actuellement ici. Donc attention à ça. Donc vous voyez, moi j'ai des shorts ici. J'avais shorté, je les ai gardés. Et en 4 heures, alors attention en 4 heures. Moi, ces positions, je vais les solder. Et je réfléchirai après pour me repositionner en short sur l'euro-dollar. Mais là, on a eu un gros mouvement aussi, hein, souvenez-vous. On a un grand mouvement aussi ici. 4 heures, là, un grand mouvement aussi. Et là, on a un signal de 24 heures.
Ici, on casse une droite de tendance. Donc là, bah, les pullbacks, hein, on voit bien, il y a un pullback qui a été fait, il a été faible et ça continue à baisser. Donc là, techniquement, les acheteurs, on a la zone d'or d'achat mineur ici et la zone d'or d'achat majeur ici. Ça veut dire que ceux qui sont à l'achat sur l'euro-dollar, ici, c'est une zone de positionnement primaire et là, c'est une zone de renfort plus fort. Ça veut dire que c'est le potentiel où l'euro peut corriger. Ça veut dire que vous avez un mouvement de ce type. Là, vous avez le pullback et vous allez avoir ce mouvement correctif ici. Donc, si on reste au-dessus de ce niveau-là, des 61,8 ici, et qu'on reste au-dessus des MA daily ici, ça veut dire que vous clôturez pas. Parce qu'en hebdomadaire, vous avez vu, vous savez pourquoi vous baissez. Je vous avais dit d'acheter, moi, d'acheter le plus bas dans cette zone-là, et on vendait ici le pullback dans les MA ici. Donc là, on est revenu dans les MA. Vous avez même un pas ici et vous avez un signal de vente. Vous avez fait votre pullback. Croisement baissier, chute, pullback, correction. Donc correction pour faire des plus bas ou correction, deux scénarios possibles. Ici, si on prend l'euro. Donc il faut toujours tenir de deux scénarios. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en gros, deux scénarios possibles. Et il va falloir faire un choix. Et le choix, vous le faites dans les meilleures conditions. Scénario possible, correction, signal de vente 4 heures, rebond vers la deuxième zone. Première zone de résistance, c'est ma première cible, les indices. La deuxième, ça veut dire que rebond dans la zone d'or, ici du mouvement haussier. Deuxième scénario, ici. Deuxième scénario, et ça va dépendre de l'évolution de la guerre en Ukraine. Deuxième scénario, correction dans les 60, échec dans les MA weekly qui continueront à baisser, et là vous allez chuter sur ce niveau-là. Ça veut dire hausse du dollar et tout. Deux scénarios. Donc voilà, où ça va vraiment se jouer, le niveau qu'il faudra plus casser sur l'euro, c'est ça, là, quasiment la parité. Donc il faudra surveiller dans cette zone, ici, dans toute cette zone-là, pour revenir à l'achat. Le plus prudent, c'est d'attendre. Ici, vous avez un signal de vente 4 heures, ici, qui est en train de se faire. Ça veut dire, vous attendrez au moins un signal d'achat 4 heures, comme ici, pour revenir sur le pullback. Je vois beaucoup d'erreurs sur les marchés, c'est que voilà, on achète, on ne vend pas un indice quand il est au-dessus des MA 4 heures et daily, et on n'achète pas un indice qui est en dessous. Là, par exemple, vous ne pouvez pas acheter. Pourquoi vous ne pouvez pas acheter l'euro là? Vous avez vu votre croisement 4 heures, vous avez votre pullback et vous êtes sous l'air. Vous êtes obligé d'attendre au moins une phase corrective qui est matérialisée par un croisement 4 heures et un mouvement 4 heures qui dure quelque peu. Et ensuite, quand vous aurez un signal d'achat 4 heures, ça rebondira et vous achèterez le pullback pour revenir à l'achat. Et ça, il faudra garder là. Si vous rentrez sur du 4 heures, c'est pas pour après changer de tendance en 15 minutes et vous dire il y a un croisement 15 minutes. Non, vous restez sur la tendance. Si vous avez acheté en 4 heures ici, pour savoir quand est-ce que vous sortez, vous ne sortez que sur le signal 4 heures. Si vous êtes rentré en 4 heures ici, vous sortez sur 1 heure, vous allez sortir là autrement. Donc gardez toujours la tendance sur laquelle vous êtes positionné. Ça nécessite une certaine mémoire sur les marchés. Donc voilà, donc là on voit bien, on a le signal de vente, hop, le pullback, et on est dans une tendance baissière. Donc l'euro, on n'est pas, pour l'instant, les achats, vous êtes en stand-by sur les achats, c'est une phase de correction, et vous allez surveiller, idéalement, pour ceux qui sont très optimistes sur l'euro, ça veut dire la zone d'or d'achat majeure ici. C'est-à-dire que le potentiel baissier, hop, on peut descendre, hop, c'est ici qu'il faudra se poser des questions. Est-ce que j'achète pour aller retenter les indices et aller chercher les 1,20 plus haut? Ou est-ce que là, j'achète pour vendre le pullback dans les MA daily, short MA daily, pour aller chercher les plus bas? C'est le scénario, deux scénarios. Et ça, c'est pas l'analyse technique qui va vous le donner. L'analyse technique vous donne les moyens de vous positionner. Ça va être les fondamentaux. Est-ce que j'achète derrière, je fais l'euro va monter parce que les fondamentaux sont bons. Donc on a ce mouvement baissier ici. J'achète pour aller chercher les indices et après les 1,20. Ou l'autre scénario, la situation économique se dégrade en Europe, les dettes de l'Italie explosent, l'Allemagne ralentit, hop, dans ce cas, je joue deux vagues et je vais shorter les MA daily pour aller chercher un mouvement baissier MA daily, c'est-à-dire croisement baissier MA daily, j'ai shorté ici, je conserve mes ventes, croisement baissier MA daily, je short le pullback dans les MA daily pour aller chercher les plus bas. Ça veut dire que là, on aurait, techniquement, les moyennes seraient croisées, on aurait un croisement MA daily. Ça veut dire que votre signal de vente 4 heures vous aura fait baisser ici. Les MA auraient croisé, vous vous trouverez un petit peu dans la situation là. Signal de vente 4 heures, les MA daily croisent, je short le pullback et je vais chercher plus bas.
Donc c'est juste un rappel technique, comment se positionner. Voilà, jouer avec les moyennes, les MA sur les cours les plus bas, c'est toujours, on voit bien, par exemple ici vous étiez en signal de vente, ici, bah voilà, vous pouvez pas acheter, on voit bien cette zone ici, cette zone-là, ce n'est pas une zone où où vous pouviez acheter l'euro-dollar, dans cette zone-là. Donc là, on a eu le rebond, on est sorti. Donc, est-ce que c'est un pullback pour aller plus haut ou c'est juste un rebond dans les MA Weekly? On ne le sait pas. Par contre, vous saviez une chose, c'est que là, ici, si vous aviez acheté l'euro, ici, il fallait sortir parce que vous vous rapprochez de cette zone de résistance ici, les indices. Et que vous étiez en plus dans une phase d'excès puisque vous aviez un pullback dans les MA. On n'achète jamais dans les MA. On achète dans les MA quand on est au-dessus. Mais là, on est sous les MA, c'est un pullback technique pour correction derrière. Attention à ça. Le gaz, on va sur. Alors, si je rappelle sur l'euro-dollar, comment j'avais déterminé ce rebond de l'euro-dollar vers les indices dans mes dernières vidéos. En fin de compte, je m'étais placé, j'utilise beaucoup le 4 heures, vous allez voir, parce que, voilà. Donc, un signal d'achat. Ce qui m'intéressait, comment on a vu vraiment le signal d'achat, comment je l'ai déterminé cette fin de baisse ici, c'est qu'on a eu un plus bas ici. Utilisez toujours cette méthode, c'est la théorie de dos, un plus bas. On va mettre des ronds un peu plus petits. Copier un plus bas. Et là, un plus bas c'était limite ici. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est qu'ici, on avait fait un plus haut et un plus haut ici. Donc à ce moment-là, ici, vous aviez le bon signal d'achat, ici, le pullback ici, qui vous donnait le débat. Et à partir de là, une fois que vous êtes parti, la tendance haussière est définie, vous restez à l'achat sur l'euro-dollar. Là, vous aviez un petit stress, mais vous voyez bien, la MM verte n'a pas croisé. C'était vraiment un piège. Et donc, si vous étiez passé en horaire, vous auriez certainement rejoué le signal d'achat horaire. Donc voilà. Ça, c'était pour l'euro. Le gaz, je pense que le gaz, c'est excessif. Moi, je commence à acheter du gaz, là. Même technique que l'euro-dollar. Hein. On voit ici que sur le gaz, je suis en signal baissier 4 heures. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le... Si on regarde sur le long terme, on va virer le rollover. Si on regarde sur le long terme, alors bien sûr, si le gaz chute, là, c'est parce que l'économie ralentit, les entreprises ne consomment pas de gaz, font des économies, tout le monde se bat, donc ils empruntent sur les marchés pour investir dans des économies moins chères, mais ils dépensent énormément d'argent. Mais là, on voit vraiment une zone où le gaz, à chaque coup qu'il a été sur ces niveaux-là, alors qu'on avait la Russie qui alimentait le marché mondial de pétrole, ce qui n'est plus de gaz, ce qui n'est plus le cas. À chaque coup que le pétrole était dans ces zones-là, on a eu quand même des rebonds intéressants. Donc on voit qu'à chaque coup qu'on est revenu dans ces niveaux-là, on a eu des gros rebonds. Donc moi, ça m'intéresse à acheter ça parce qu'on se rend compte que le prix du gaz est au même prix que dans les années que pendant la crise de 2008. Et cette baisse était liée non pas à la guerre en Ukraine et au stock qui se vidait, mais uniquement à une récession économique. Donc là, si le gaz s'est effondré comme ça, on a la guerre en Ukraine, mais on a la récession qui n'est pas encore là et qui va arriver. Donc pour moi, le prix doit au moins revenir vers les 4,60, dit au 3,32 sûr, mais je serais pas surpris de le revoir à 4,64. Donc ça m'intéresse de l'acheter. Alors comment déterminer le retournement de marché? Je suis en train de le surveiller, moi j'achète petit à petit. Je regarde sur des tendances un peu plus courtes. Hein. Donc c'est spéculatif, on voit, mais voilà. Déjà, moi les choses qui m'interpellent, c'est qu'on a, si je regarde en mensuel, on est très éloigné de l'AMA là ici. Quand on est très éloigné des MA, on voit, on fait des rebonds, on est très éloigné de ces MA, très éloigné de cette zone là, ici. On est très éloigné, c'est vraiment un mouvement spéculatif, la volatilité, on voit. On est très éloigné du prix moyen aussi. Le prix moyen, c'est ici, hein, on voit bien, dans l'histoire, on a tendance à revenir sur ce prix-là. On a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que les MA risquent de croiser, les MA à la baisse, mais là, il va me falloir un pullback technique dans les MA. Bon, il va falloir un pullback. Pourquoi un pullback? Parce que ceux qui ont vendu massivement, va falloir qu'ils se rachètent pour concrétiser des gains. Donc ça va alimenter la force acheteuse. Et ici, on voit qu'on est très éloigné des MA. On a vraiment cette zone, ma cible, hein, c'est vraiment ma zone au minimum, c'est une cible raisonnable que je vise de rebond, cette zone-là. On sait que la Russie là pour répondre aux sanctions va fermer les vannes en plus, encore plus. Donc voilà, on a cette hésitation, ces bougies. Donc bien sûr, moi je suis acheteur sur les niveaux plus bas. Hein. Je suis acheteur sous tous ces niveaux-là. J'achète sans aucune hésitation
Si le gaz venait là, le gaz, l'économie va pas en priver, va pas se priver, euh, va pas se priver de gaz. Il ne faut pas rêver. Donc ça, tout ça, j'achète du gaz. Je l'avais mis les ordres, hein, mais je les enlève pour à chaque coup vous remontrer où je les mets. De toute façon, je suis acheteur du gaz ici. Ça, sans hésitation. S'il vient là, le gaz, il sera acheté. Et ma cible première, ce sera vraiment ces niveaux-là. Donc toujours avec des petites positions. Vous ne placez pas avec des grosses sommes, c'est inutile. Voilà. Téléchargez le compte démo XTB et mettez ces ordres. Entraînez-vous, vous verrez. Ça vous permettra de, de voir un petit peu comment ça aura évolué et de vous faire une opinion sur les stratégies que je propose. Donc voilà. Donc là, on voit bien qu'on a un signal. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a un signal de vente ici. Puis on a un signal de vente depuis, si je regarde, tac tac, depuis le 19 décembre 2022. Donc ça commence à faire la baisse ou sans rebond. On a eu un crack en fin de compte. Et ensuite ici, en horaire, bah, je vous avais dit, hein, dans ma dernière vidéo, je surveille le signal d'achat horaire. Donc on a eu la première amorce ici sur le signal d'achat horaire. Donc là, le pullback, j'ai pas pu l'acheter parce qu'on n'est pas passé au-dessus de la ligne verte, c'est précis, mais je suis resté quand même. J'avais un stop sous ce niveau-là, ça veut dire que tant qu'on casse pas, ça veut pas dire que je serais sorti tout de suite de mes positions, je ne serais pas fait avoir sur un effet d'avant. Mais c'est voilà, le niveau que je surveillais, c'est 2,30 à peu près. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que sur les 2,30, on a marqué un plus bas ici. On a marqué un plus bas ici, qui est légèrement plus haut. On n'a pas fait de plus bas, mais par contre, là, on a fait un plus haut. Donc là, la probabilité que ce signal d'achat horaire croise me génère un mouvement de ce type, nouveau plus haut, peut-être un plus haut là, et là le pullback technique de là me permettrait d'aller tester et d'aller chercher plus haut derrière. Je suis plus dans cette stratégie, donc si je repasse en 4 heures, donc je vais travailler le gaz actuellement, on voit bien, voilà, c'est vraiment quand on cassera ces niveaux où on pourra aller chercher le retracement ici. Donc je suis plus dans une phase voilà, là on va commencer à faire ça, et là je vais avoir mon pullback dans les MA et là on va partir après, rebondir. Donc là on est quand même sur un mouvement qui est intéressant, ça permettra bien sûr, moi j'ai acheté sur des niveaux inférieurs ici, mais voilà, donc si vraiment vous achetez les MA horaires ici, c'est ce que je vais faire. Voilà, un ordre sur MARR, en plus on est bien sur le 50% là, du mouvement. Ici, vous achetez ici, hop, vous profitez d'une accélération, bam, vous faites 10%. 10%, et là, sur un mouvement sur le retour là, vous êtes à 32%. Donc on a vraiment de la marge à travailler. C'est pour ça que je vais travailler ça, je pense, en attendant que les marchés marquent le pas et atteignent leur plus haut. Et après, je vais repasser très agressif à la vente sur les indices de toute façon. Comme je vous le disais, hein, sur le CAC 40, moi j'attends qu'une chose. Là, c'est une très bonne chose que ça monte. Hein. Moi, plus ça monte, plus mes gains seront copieux. Après, la question c'est quand est-ce que je vais racheter? Je vais racheter à proximité de cette zone-là. C'est-à-dire que là, je m'attends à un mouvement à nouveau plus bas. Et là, on pourra profiter du moment. Mais là, on ne pouvait pas acheter sur ce mouvement-là, cette première amorce baissière, ce rebond. Alors, on a eu un crack à la hausse, hein, un marché anormal. C'est normal, on est dans l'excès de volatilité. Et d'ailleurs, ce qui prouve bien qu'on est dans un marché qui n'est pas sain et un marché qui va baisser, c'est que jamais vous auriez eu un rebond comme ça sur les marchés dans un marché. On aurait consolidé au vu des fondamentaux. Donc voilà, donc surveillez, n'achetez pas d'actions, hormis les actions Nasdaq, des actions que vous connaissez, que vous avez envie de grader, parce que le Nasdaq a un potentiel un peu plus élevé, il se trouve sur ce niveau-là, vous voyez, là c'est la zone d'or. C'est vraiment le potentiel de l'US 2000, je veux dire, et le Nasdaq, son potentiel est un peu plus élevé. C'est normal, c'est l'action, l'indice qui a le plus baissé, donc les gens spéculent à fond. Donc moi, je vais surveiller sur le Nasdaq la zone là. Donc je surveille bien sûr cette zone là, la zone mineure ici, mais cette zone là. Ça veut dire que le Nasdaq, allez, en cas d'excès haussier, ce qui pourrait permettre au CAC de tenir, de s'accrocher, de faire cette troisième vague dont je parlais, ce serait vraiment une poussée ici. On a déjà corrigé ça, un rebond. Il aurait 10 à 16% le Nasdaq avant de reprendre un fort mouvement baissier. Donc là, on est en train de tester ce signal d'achat là. 4 daily qui est en train de se faire. Donc là, il faut plus s'attendre à un rebond sur les 12 000 et après une nouvelle poussée et après vraiment une grosse baisse. Sur ce, je vous dis
à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Au moins, ça me montrera si je dois continuer à faire cette chaîne YouTube ou pas. À visiter notre groupe Facebook Trader Pro, à vous entraîner avec le compte virtuel, le lien est sous sa vidéo, au trading et continuer à apprendre davantage sur les techniques de trading. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. À bientôt.